Alors, je le dis ici, devant vous et avec vous et pour ceux qui nous écoutent, non seulement le Cameroun a besoin des gens comme nous, avec la diaspora, mais c'est toute l'Afrique, c'est tout le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, le monde va vers un univers sans frontières. C'est pour cela que je fustige cette loi qui voudrait que la loi du 11 juin 1968, l'article 31, qui stipule que tout Camerounais adulte qui prend une nationalité perd automatiquement la nationalité camerounaise. Je crois que ça, c'est suranné. Pourtant, ils sont remplis dans vos gouvernements, là, tous français, tous américains, et qu'on sait, je peux vous en citer quelques-uns. Oui, ils se reconnaissent. Je ne viens pas ici pour dénoncer qui que ce soit, mais je dis, c'est une attitude surannée, hypocrite, et s'il faut changer les choses en urgence, celle-là. Et ça peut se faire en 24 heures. Si M. Biya le veut bien. Oui, ça fait bientôt 11 ans qu'il a promis. Bon, s'il le veut bien. Nous attendons toujours comme les chrétiens attendent Jésus. Peut-être pas, parce que les chrétiens, ils ont Jésus. Hein. Il n'est pas encore revenu. Il revient dans le cœur des gens. Oh, bah d'accord. Mais alors, parce que si vous attendez le voir physiquement, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'on supprime cette loi que d'attendre Jésus. Oui, ça c'est une certitude, je vous le concède. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous consacrez un chapitre à la diaspora, la diaspora camerounaise, un atout pour la nation, et vous donnez quelques chiffres dans votre livre d'ailleurs. En page 124, chers téléspectateurs, vous donnez quelques chiffres. Je ne me trompe pas, voilà. En 2016, le continent africain a reçu entre 60 et 65 millions de dollars de la part de ses ressortissants vivant à l'étranger, dans l'ordre suivant: Nigeria, 19 milliards, Égypte, 16 milliards, Maroc, 7 milliards, Algérie et Ghana, 2 milliards chacun. Vous avez constaté que le Cameroun n'est pas parmi les 5, hein? Pourtant nous en avons des sous. Bon, la diaspora est une richesse pour les nations africaines. Oui, la diaspora est une richesse pas seulement matérielle, comme vous êtes en train de le citer, ce qui est très très bien, mais il y a ce qu'on appelle le savoir-faire. Parce que quand on vit dans un certain univers, il y a des choses qu'on fait soi et des choses positives. Et s'il y a contact, il y a des échanges. Ces échanges qui peut-être ne sont pas perceptibles sur le plan matériel, mais qui peuvent aider, surtout notre jeunesse. Parce que notre jeunesse, parmi les problèmes qu'elle a, elle croit qu'il suffit de venir en Europe pour changer tout. Or, vous qui êtes de la diaspora, nous qui l'avons été et qui continuons à l'être intérieurement, on sait que c'est... Oui, il faut apprendre à notre jeunesse à se créer intérieurement un rêve, mais pas une rêverie. Un rêve, c'est la réalité de demain, mais qui ne peut s'obtenir que par le travail. Qu'en imitant ceux qui ont fait avant vous, en écoutant les conseils. Et là, je vous dis, le chemin, il est difficile. Mais que peut-on obtenir de beau sans passer par la difficulté? Il y a un aphorisme qui dit l'homme est un apprenti. Un éternel apprenti. Oui, et la douleur est son maître. Si vous n'avez pas souffert, vous ne pouvez pas vous connaître. Donc ceci, c'est des principes éternels. Et je pense que c'est des choses c'est des messages que je passe à la jeunesse pour leur dire que pour être un professeur d'université, un grand ingénieur, il faut beaucoup travailler. Seulement, il faut que nous, on crée ces sillons pour leur donner cette possibilité. Parce que ce n'est pas nous qui créons l'avenir. C'est nous qui prévoyons l'avenir pour donner la possibilité à notre jeunesse de pouvoir l'accomplir.
Nous sommes toujours dans l'instant Ingo et Joël, tu as encore quelques questions avant que je... Juste dans le prolongement de ce que disait le professeur, me revient encore cette présentation où, dommage que beaucoup de Camerounais n'aient pas été là, où il, toujours dans la continuité avec la diaspora, et la diaspora, nous qui sommes entre guillemets de la diaspora, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait autant peur dans le contexte camerounais? Est-ce que c'est l'autonomie matérielle ou l'autonomie intellectuelle? Lorsque vous vous décrivez comme un homme politique à l'intérieur même perçu comme de la diaspora, je reviens vers vous donc en vous posant une question qui est aussi que vous avez aussi abordée mais pas suffisamment. Lorsque vous dites que être un homme politique en Afrique est extraordinairement difficile, qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là que on présente des principes sur le plan théorique, on ne les applique pas. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous lisez notre constitution actuelle, elle commence par un préambule. Et dans ce préambule, vous avez toute cette panoplie des droits humains. Et ces droits humains, ce préambule devient partie intégrante de la Constitution en devenant l'article 65. Alors dites-moi, si vous n'appliquez pas la Constitution, vous ne pouvez appliquer aucune loi. Le préambule devrait être appliqué. Oui. On l'aura appliqué, vous n'aurez jamais passé 17 ans en prison, par exemple. Exactement. Ou Michel Tangana, ou Lydia Leyoum. Alors, c'est pour cela que je dis c'est très difficile de pouvoir œuvrer, de pouvoir avancer sans avoir, je dirais, un cahier de charges. Okay. Alors, la diaspora, rien qu'à vous voir, aller voir, rappelle cela. Puisque le système ne respecte pas ses droits, alors, quand on voit la diaspora, on pense qu'elle vient pour rappeler qu'il faut respecter le droit. Ah, d'accord. Okay. Cette diaspora-là souffre. Hein? Ici, on pense qu'elle vient manger le pain des Français ou des Occidentaux. Là-bas, on la voit comme... Alors, je dirais qu'il faut qu'elle profite de cela pour pouvoir évoluer. Il ne faut pas qu'elle soit figée. Il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue à créer sur le plan intellectuel et sur le plan matériel. Parce que je suis la diaspora camerounaise. Je vois par exemple l'ordre des pharmaciens en France. C'est les Camerounais qui sont en tête, les Africains. On a des individus, des Camerounais qui travaillent à la NASA. Oui. Donc on pourrait les exploiter à ce niveau-là, mais pensez-vous, mais c'est des richesses extraordinaires. Je vais même vous dire, j'en ai rencontré aux États-Unis dans le Maryland, Dr Samen, qui a travaillé à la Banque mondiale, je crois. C'est quelqu'un qui aimerait bien ramener son savoir au Cameroun, enseigner gratuitement. J'en ai rencontré comme ça plein de retraités d'origine camerounaise qui aimeraient bien retourner au Cameroun, distiller leur savoir à la jeunesse. Mais le système ne le permet pas. Oui, mais c'est pour les encourager. Moi-même, quand je vous dis que je suis une diaspora intérieure, au niveau du Cameroun, je n'ai pas la possibilité, même en tant que professeur émérite, de donner des conférences, de travailler, d'opérer. Je ne donne que des avis presque dans la clandestinité. Cela vous est interdit? Ah oui, puisque tout le monde a peur. Même votre secte, médical, ils ont peur parce que quand on voit le professeur Ezoa, ça fait peur. Alors, je profite pour leur dire, ceux qui veulent me consulter,
pour donner des avis médicaux. Je suis disponible et ceci se fait sans rémunération. Parce que, je dis toujours, lorsqu'un chirurgien vous opère, qu'est-ce que vous pouvez lui donner? Un retour s'il vous sauve la vie. C'est pour cela qu'on dit, il y a des choses qui comptent mais qui ne sont pas comptées. Et c'est pas ce qui compte qui est toujours compté. Il y a des choses qui comptent qui ne sont pas comptées. Et c'est pas ce qui compte qui est compté. Oui. C'est-à-dire, ce qui compte n'est pas toujours compté. Et quand vous comptez quelque chose, c'est pas parce que vous l'avez compté, c'est pas pour autant que ça compte. Bon, prochain sujet du bac au Cameroun, vous avez entendu. Voyez-vous. Donc, vous arrivez à ces analyses à partir du vécu. Et c'est très important. Pourquoi les jeunes ne profiteraient pas de ces expériences que les aînés ont eues. Donc, je pense donc que le Cameroun a tout avantage à s'ouvrir. On ne doit pas avoir peur de la diaspora. On ne doit pas avoir peur des idées contraires à ce que vous avez. On ne doit pas avoir peur de l'Occident. On ne doit pas avoir peur de tout et de rien. On ne doit pas avoir peur tout court. Parce que la peur, c'est l'apanage de l'ignorance. La peur, c'est l'apanage de l'ignorance. Comme avait dit quelqu'un, n'ayez plus peur. Oui. Oui, mais bon, vous savez, vous me faites revenir en souvenir aussi une phrase qu'a dite le feu président Kennedy. On parlait tout à l'heure de la réconciliation. Il dit, n'ayons pas peur de la discussion, mais il faut y aller, même si on a nos propres idées, en étant ouvert. Vous voyez, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est les mêmes principes, mais si le Cameroun est fermé, et si nous ne sommes pas bons, on s'engouffre dans l'abîme, et puis pour se relever, c'est très 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 difficile. En 1990, un de vos compatriotes disait dans un sketch ceci: les enfants craignaient le médecin plus que la maladie. Vous voyez le truc? Oui. J'ai l'impression que c'est généralisé au Cameroun. On craint le médecin qui vient pour soigner. On le craint plus qu'on craint la maladie. Ouais. C'est ce que... ça va dans le même sens. Ouais. Tout à fait. Bon, nous allons poursuivre car nous sommes tenus par le temps, Joël. Et le professeur a des impératifs. Ne craignez plus le médecin, les enfants. Même si vous piquez une petite piqûre, ça va dans le bon sens. C'est pour vous soigner. Voilà. Vous êtes médecin et chirurgien, cela se sait déjà. Nous le savions déjà. En 1992, vous êtes nommé ministre de l'Enseignement supérieur, alors que vous venez de réussir une opération chirurgicale sur la sœur du chef de l'État, Paul Biya. On s'est attendu qu'il vous nomme ministre de la Santé, mais vous nomme ministre de l'Enseignement supérieur. Ok. Comment expliquez-vous le fait que vous n'ayez été nommé ministre de la Santé qu'après, 4 ans après, et pas au début de votre relation avec le chef de l'État qui débuta juste après l'opération de sa sœur? Oh, monsieur, vous savez, quand vous devez servir, peu importe le poste, on peut être utile, et il faut même être utile au niveau intellectuel qu'on peut atteindre. On peut servir sur plusieurs registres. L'enseignement supérieur, je devrais vous dire que j'ai un peu une double casquette. Dans ce sens, je suis médecin, mais je suis enseignant. Oui, enseignant, oui. Donc, en me donnant la mission de l'enseignement supérieur, ça ne change pas grand-chose dans les principes, dans la mesure où l'enseignement supérieur vous donne la possibilité, vous avez beaucoup plus de registres, mais les principes sont les mêmes. Ou bien je peux vous dire ça à l'inverse. Si il n'y a pas de principe d'enseignement, la médecine ne peut pas
réussir. Prospérer. On est d'accord. Et j'ai donc eu toujours ce privilège, parce que là, je n'ai pas eu seulement des déboires. Les 17 ans ne sont pas le centre de ma vie. Non. J'ai été ministre de l'enseignement supérieur, j'ai été ministre de la Santé. Les mêmes problèmes se sont posés. Quels sont ces problèmes? C'est cette sclérose de la société camerounaise, c'est-à-dire au niveau de ceux qui nous gouvernent. Vous en parlez en pages 42 et 43. Si je ne craignais pas que votre éditeur me tape sur les doigts, j'aimerais lire ces 2 pages et suggérer aux téléspectateurs d'acheter ce livre. Lisez-le, vous allez apprendre des choses. Vous permettez. Je vous en prie. Je vous en prie. La réforme incomprise mais nécessaire de l'université. En plein cœur des événements qui se succédaient et se chevauchaient au jour le jour, et dans tous les secteurs, je me rendais compte déjà qu'il n'existait point de cap bien défini, assigné à l'action gouvernementale. Toujours attrapé et ballotté au vent par le moindre soubresaut intérieur comme extérieur, l'État, fragile dans ses fondements, tanguait au gré des circonstances et ses réponses semblaient improvisées. En fait, le pays n'était pas gouverné. Le Cameroun se trouvait dans un état d'urgence tacite permanent. C'est ainsi que la houle des turbulences politico-sociales vint investir le fébrile univers universitaire. Comme par hasard, je fus nommé ministre de l'enseignement supérieur en 1992 sans aucune instruction particulière, sinon peut-être celle de jouer encore au placide et auguste Pompie. Le ministre fut amputé de son important volet recherche scientifique. J'en aurais été trop honoré. En tout cas, j'ai laissé la veste de conseiller spécial discret pour celle d'un acteur placé sous le feu réel des projecteurs. Mon ambition, par mon habituelle et totale disponibilité, restait la même, à savoir servir mon pays. Au préalable, quelques observations doivent être faites. J'étais le 5e ministre de l'enseignement supérieur depuis 1982, date du début du nouveau régime. En 1992, le Cameroun est en plein ajustement structurel imposé par le FMI et la Banque mondiale. La situation économique est catastrophique et les caisses de l'État sont vides. L'État accuse des arriérés de bourse de 3 ans à l'étranger, entre parenthèses 3 fois 7 milliards de francs CFA, donc 21 milliards de francs CFA, et de 2 années à l'intérieur. Les parents camerounais dépensent pour leurs enfants à l'étranger environ 42 milliards de francs CFA par an. En arrivant à ce poste, je fis faire un état des lieux et ne pus que constater que celle-ci était catastrophique. Je vais m'arrêter là. Je peux rebondir là-dessus parce que malgré cet état catastrophique, lorsqu'on regarde quand même le passage du professeur Edouard au ministère de l'enseignement supérieur, il est marqué par deux événements. C'est que c'est la première fois qu'on ouvre les universités, un certain nombre des universités. Mais l'autre événement, l'autre vision qu'ont d'autres Camerounais là-dessus, c'est aussi lié à tout ce qu'il y a eu comme trouble à ce moment-là, les soulèvements étudiantins. Et souvent, j'ai rencontré, y compris un certain nombre d'activistes, qui lisent souvent tous ces doigts, à ces événements-là. Nous avons enfin la possibilité d'avoir le professeur avec nous. Voilà. Parce qu'il est très critiqué pour cette période. Essayer de nous dire qu'est-ce qui se passe exactement. On sent qu'il y a une incompréhension et que vous étiez limité dans les moyens. On a compris les moyens matériels d'aller jusqu'au bout de votre mission qui était la vôtre. Mais qu'est-ce qui a le plus été à l'origine de cette tension qui a
poussé certains des étudiants à gagner l'exil, hein, parce que certains aujourd'hui sont devenus des activistes dont je ne citerai pas des noms, et parfois lorsqu'on a des discussions avec eux, Élie Titus Sédhiou à cette période-là du ministère de l'enseignement supérieur, alors que Titus Sédhiou a occupé bien d'autres fonctions que celle-là. Ok, Joël, mais sans tout nous dire, car pour savoir tout le reste, il vaut mieux acheter le livre quand même, n'est-ce pas? On va pas tout dire ici, voilà. C'est vraiment l'occasion. Voilà. Alors, c'est une des occasions. C'est une des occasions. Quand vous reviendrez ce sujet, désormais, je vous marquerai la culotte. Alors, il est évident que si je devais parler de la réforme universitaire d'une façon exhaustive, je vous prierais de me réserver toute une émission. Mais de temps en temps, je dis ça et là ce qui a pu préoccuper ou frapper les uns et les autres, à l'occurrence pour votre réponse. Mais je dois faire un petit préambule. Vous savez, pour faire une réforme, et je sais de quoi je parle, vous êtes toujours dans un contexte très délicat. D'un côté, vous avez les activistes, les radicaux, vous ne ferez jamais assez. De l'autre, ceux qui profitent de l'état actuel des choses ne souhaitent pas que cela change. Alors, en tant qu'homme d'État et devenu homme politique, c'est un enseignement où vraiment vous vous rendez compte qu'il faut être humble. Vous ne pouvez pas prendre une décision qui puisse satisfaire tout le monde. Ceci dit, Ça va de soi. après avoir fait l'état des choses, quand j'arrive à l'enseignement supérieur, amputé la recherche scientifique, je me suis dit, j'arrive, j'essaie de comprendre. J'ai contacté tous les protagonistes pour d'abord écouter. Et ça, c'est ma méthode. Alors, d'aucuns, au lieu de se faire écouter, passent à la violence. Et c'est cette violence qui est l'apanage de l'ignorance. Quand vous ne pouvez pas écouter les autres, vous voulez imposer votre pensée. Alors, à ceux-là, quand ils ont commis des actes irrépréhensibles, ils brûlent la bibliothèque, c'est-à-dire le cœur du savoir. De deux, ils entretiennent la violence à l'intérieur de l'université. Troisièmement, ils politisent l'étudiant. Parce que politiser l'étudiant, c'est être, je dirais, ça passe non loin du crime, parce que l'étudiant n'a pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir se jeter dans la lutte politique contre un système. Quatrièmement, quelque chose qui m'a beaucoup heurté. Un étudiant qui avait décidé de payer sa bourse, ils l'ont brûlé. Il s'appelle Collins Kamga. Il s'appelait Collins Kamga. Il avait décidé de payer sa bourse. Sa bourse. Les 50 000 francs. 50 000 francs. Ils l'ont brûlé. J'ai essayé de le soigner. Et il avait ce qu'on appelle chez nous un taux de boue. C'est-à-dire que quand ça dépasse un certain pourcentage, c'est impossible. Alors, j'avais décidé que ceux qui étaient responsables de cet acte criminel, de les exclure de l'université. Alors que ce soit clair aujourd'hui. C'est pour défendre. C'était pas, je ne les ai pas amenés au pénal, ça ne me concerne pas. Pour l'université, sauvegarder l'université, que ceux-là soient exclus. Alors, ceux qui sont partis dans les universités étrangères,
ils ont appris qu'ailleurs, on paye l'université. Vous voyez ce qui vient de se passer en France, les décisions de l'université française. 25 ans plus tard, vous ne me direz pas que c'est le contraire. En France, on est en plein là-dessus. Et puis, vous pensez que nos parents camerounais, ils peuvent payer les études de leurs enfants en France, mais quand il s'agit du Cameroun, on ne doit pas payer. Je dis non. Je continue à insister. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui ce qu'il y a eu. Vous avez dit, on a multiplié les universités. On ne crée pas les universités pour créer. Bon, on crée les universités. Mais aujourd'hui, si vous venez au Cameroun, la réforme universitaire, parmi les choses les plus importantes dont on ne parle pas, c'était la création des IUT. Alors, l'État n'a pas suivi après mon départ. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez toutes les écuries, Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout, qui créent des IUT où on paye 1 million, 1,5 million par an. Avec la particularité que ce que vous pouvez observer, c'est que lorsqu'on distribue ces bouts de papier appelés diplômes, les enfants mettent des touches. Alors c'est cette apparence. Vous voyez le cœur de celui qui a fait la réforme meurtri. C'est pas ça la réforme. Donc, au lieu de continuer à tourner en rond, il faut regarder l'avenir, il faut voir ce qui se passe ailleurs et le savoir aujourd'hui pour la connaissance. La connaissance résiste toujours à se faire apprivoiser. Mais il faut que les enseignants, les parents, nous tous, on puisse faire un effort pour aller vers la connaissance. Donc c'est pour cela que non seulement je ne défends plus cette réforme, mais elle continue à se défendre. Toute seule. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être améliorée. Chaque chose en son temps. Mais il faut continuer à voir comment les choses avancent. C'est pour cela que quand je parle de la réforme, c'est vraiment avec en même temps beaucoup de passion, beaucoup de joie, mais en même temps aussi je suis immergé quelque part parce qu'on n'a pas suivi. Alors on va poursuivre. Ce programme vous est proposé par Devisio Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Plus 33 139 85 14 23. Là on a parlé de l'enseignement supérieur, la réforme n'a pas suivi. L'initiateur de la réforme est aujourd'hui meurtri. Je vais vous demander quel bilan ou analyse faites-vous du système de santé au Cameroun aujourd'hui? Voilà. D'accord. Alors là, mon soupir, je crois qu'il est expressif. Bon. C'est mon métier. J'ai abandonné mon métier pour quelque chose que je pensais peut-être un peu plus... pas plus noble, mais peut-être plus accessible, la politique, pour faire mieux et beaucoup plus. Quand vous me parlez de la santé, je suis encore plus meurtri. Quand vous allez lire ce livre, c'était la dernière goutte d'eau pour laquelle j'ai décidé de démissionner. Parce que c'est un domaine qui non seulement il est noble, mais il est essentiel dans la vie de chaque être humain. Je me rends compte que dans tout ce que je fais plutôt le transfert de mes convictions en tant que professionnel de la médecine, en politique, dans la vie, quand je parle de service. Tout vient de là. Alors, j'ai visité, quand j'ai été nommé ministre de la Santé, toutes les 10 régions. J'aurais pu ne pas le faire étant du métier, parce qu'en contact avec les uns et les autres. Mais j'ai voulu toucher du doigt, parce que
un chirurgien, c'est la tête, mais aussi les doigts. Il faut toucher. Si le doigt ne touche pas le bistouri, ça, là, rien ne se fait bien. Oui. J'en suis revenu ahuri. Donc je le décris dans le livre. Et page 116-117, chez Téléspectateur, oui. Donc je ne voudrais pas révéler tout le livre. Avoir le temps. Oui. Au fait, les pavillons étaient devenus des mouroirs. Et le seul service, comme je le dis, qui est devenu le service le plus fréquenté, c'est celui qui s'occupe de l'anatomie pathologique, c'est-à-dire des macabées, qui d'ailleurs est très mal exploité. Je crois qu'il faut tout refaire pour ce qui concerne notre santé. Et j'ai toujours dit, tant qu'il n'y aura pas d'assurance maladie au Cameroun, on ne pourra pas se soigner dignement. Et ceci reste dans la panoplie de mes futures réformes. Effectivement, moi je pensais à vous dernièrement, quand on disait à Yaoundé, Tougos, on pensait, lorsqu'on parlait du CHU de Yaoundé, on parlait du professeur Tissou Sidjoua, et j'ai vu des images du CHU de Yaoundé, je ne sais pas, quelqu'un les a mis sur Facebook, je vous invite à ne pas les voir. Et je me disais, en 97, vous décrivez déjà cette situation qui est celle-là. J'espère et je n'ose pas imaginer que si maintenant vous revisitez ça, c'est pire que ce que vous décrivez de 97. Et on se demande parfois par quel bout entamer une réforme de la santé au Cameroun. Parce que, au-delà des infrastructures, bon, les compétences, on les a. En diaspora, quand vous êtes à Paris, surtout en diaspora, vous avez un certain nombre de médecins camerounais. On a des compétences, mais est-ce que ce sera surtout infrastructurel? Est-ce qu'il ne faut pas toucher autre chose en amont, qui est que, parce qu'on voit le nouveau ministre de la Santé qui essaie de faire des choses en visitant, comme vous dites, vous aviez fait en 97, 96, mais est-ce que on va s'arrêter juste à cela? Par quel bout véritablement entamer une réforme de fond? Avant que vous répondiez, professeur, je dois donner des chiffres, car le journaliste est tenu de donner des chiffres, chez Téléspectateur. Il y a au Cameroun 4 psychologues assermentés. L'un des 4 est mon ami. Il y a au Cameroun environ 5000 médecins pour 25 millions de Camerounais. Bon, il faut dire que les Camerounais sont 25 millions, ça fait 30 ans qu'ils sont 25 millions. On ne compte pas les Nigérians qui veulent, on ne compte pas les Congolais. Donc il n'y a que 25 millions de personnes au Cameroun depuis 30 ans. Il n'y a que 5000 médecins. Donc c'est un médecin par combien de personnes là? Il faut peut-être 5 millions de personnes. Bon, allez. Voilà, vous voyez donc le chiffre largement insuffisant pour couvrir tout un pays. Voilà. Oui, je pense que vous voyez que j'ai quand même, malgré ces nouvelles terrifiantes, je garde une certaine sérénité. Pourquoi? Parce que dans notre métier, il faut être froid. Même dans les cas les plus désespérés, il faut toujours donner la chance. Mais cet optimisme n'est pas un optimisme passif. Je crois que c'est le système qui doit changer. Tout le problème réside là. Ce n'est pas seulement les hommes qui doivent changer. Le système. Le système lui-même. Le régime alors? Oui, pour du régime, bien sûr. Oui, appelons le chien par son nom. Vraiment, si c'est Médor, c'est Médor. Oui, le régime doit changer. Oui, quand je dis système, c'est le régime. Parce que le régime actuel est insensible à ce genre de choses. Quand je parle de valeurs, je parle toujours de valeurs. Vous ne pouvez pas avoir un système, un régime qui n'a pas de valeur de référence. Et alors, tout ce que nous vivons, c'est les effets de cette carence de valeur de référence. Alors, on parle de la santé, mais déplacer le problème ailleurs, c'est la même chose. Partout. Partout. Donc, en parlant de la santé, je peux vous dire que l'homme qui vous parle, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ah oui, ça va de soi. Ça se voit, c'est dans votre livre, c'est écrit. Voilà. À partir de la page 116-117 chez Téléspectateur, les idées sont là, les solutions sont proposées.
est-ce que ceux qui nous gouvernent l'entendent? Parce que je ne vais pas demander s'ils comprennent. Je pense qu'ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, on n'en serait pas là. Alors, vous me posez la question, je pense que mon comportement est plus explicite que ma réponse. Le fait que j'ai démissionné. Parce qu'on oublie, le temps passe. Le temps passe. J'ai démissionné parce que je me suis dit, parler est une chose, c'est bien. Mais agir, c'est encore mieux. Donc, Christian Pendey-Koka était déjà dans votre corps. Agir, parler est une chose, agir. Je l'ai reçu avant vous. Il a tenu exactement mot pour mot les mêmes propos que vous. Il faut qu'on soit plus nombreux. Parce que c'est pas facile quand la pensée est sclérosée. Quand les habitudes sont devenues comme la routine. Au Cameroun, être corrompu est une routine. On trouve que c'est rien. Quand vous n'êtes pas corrompu, vous êtes bizarre. Donc, ces messages que je passe, je vous en sais gré. Parce qu'on ne le dirait pas, on le dira jamais assez. On a peut-être l'impression de se répéter. Mais en tant qu'enseignant, on ne perd pas son temps. On va dire les mêmes choses d'une autre manière, mais l'objectif reste le même. Et c'est ce que je suis en train de faire aussi avec vous. Et je vous en sais vraiment gré, parce que voulez-vous, il ne faut pas se décourager. J'utilise souvent des aphorismes pour marquer, comme celui que je vais vous dire tout de suite. Ce n'est pas ceux qui détruisent le Cameroun qui lui font du mal, mais c'est ceux qui les regardent sans rien faire. Ça, c'est très, très important. Ceux qui passent le temps dans les bars. Bon, on peut aller dans le bar et puis être lucide après. C'est pourquoi vous parlez d'un peuple hagard. Ils le sont plus. Tout à fait, voilà, parce qu'ils sont découragés. J'ai dit non, il ne faut pas qu'ils se découragent. Même dans une lueur de prise de conscience, ça apporte toujours quelque chose, même si ce n'est pas perceptible. Ce qui est marquant chez vous, c'est l'optimisme que vous avez, parce que le diagnostic que vous posez là, c'est le diagnostic que vous posiez. Moi, j'ai lu la lettre que vous avez faite au moment où vous démissionnez comme ministre de la Santé. J'invite beaucoup de Camerounais à la lire. C'est le diagnostic que M. Edouard posait. Et je suis en train de me dire, mais non seulement le temps vous a donné raison, mais on ne peut même pas se réjouir que vous ayez eu tant raison que ça, parce que on se constate après 17, 18, 19 ans que 22 ans que c'est parfois pire que ce que vous avez diagnostiqué. Et finalement, j'en parlais à Jackie avant que vous arriviez là, je me disais, quel sera le legs véritable d'une sommité comme vous à la postérité? Est-ce que ce sera ce diagnostic juste? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi vous laisser le temps de commencer au moins à mettre en place ce diagnostic que vous avez su avoir, cette vision que vous avez su avoir, et comment pourrait-on vous accompagner? Là, je parle y compris la diaspora. Comment peut-on mieux vous accompagner? Est-ce que c'est à travers votre cercle de réflexion? Est-ce que c'est à travers en vulgarisant au maximum les idées qui sont les vôtres? C'est la dernière question, Joël. C'est la dernière question. Oui, je pense que c'est l'un et l'autre. Si le discours que j'avais tenu lors de ma démission et qui m'a valu 17 ans de séquestration, si ce discours persiste aujourd'hui,
je pense que c'est par rapport à sa puissance. Il n'a pas disparu. Et ceux qui m'ont soutenu, je crois qu'ils sont heureux de me réentendre, de voir qu'il y a cette cohérence dans mon diagnostic. Et disons, peut-être pas un espoir ou une espérance, mais c'est comme si je me projetais, parce que dans ma définition de l'utopie, du rêve, pour moi le rêve, c'est la réalité de demain. Mais alors, qu'est-ce que le temps? Le temps est quelque chose de relatif, comme je disais quelque part. Ce temps, c'est tout simplement une inscription mobile de l'éternité, de l'éternel, de l'immobile éternité. C'est-à-dire que nous essayons de saucissonner le temps pour pouvoir agir. Mais alors, on se leurre d'apprivoiser le temps. Mais il ne faut pas se leurrer de l'action. Parce que l'action, elle continue à avoir des effets. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des effets des causes qu'on a vécues dans le passé. Donc c'est pour cela que je mets mes 17 ans à profit aujourd'hui en passant des messages, pas seulement des messages, par le cap, les ouvrages, mais surtout par l'action. J'espère qu'un jour, les Camerounais pourront me donner l'opportunité de le mettre en action. Très bien. Professeur, étant donné que par rapport à vous, je ne sais rien du tout, y a-t-il une question fondamentale que vous auriez aimé que nous vous posions et nous n'avons pas tilté dessus? Apprenez-nous. Répondez à la question non posée. C'est une question difficile, puisque je n'ai pas cette faculté de lire en vous, mais je vais essayer. Vous ne m'avez pas posé la question que qu'est-ce que j'espère pour demain. Voilà, la preuve que je ne sais pas tout. Rien du tout d'ailleurs. Qu'est-ce que vous espérez pour demain, pour le Cameroun de demain? Pour un avenir proche et lointain, qu'on amorce ce changement. Le mot est n'est plus crédible, mais que tous ceux qui aiment le Cameroun se joignent pour lui proposer des solutions à court terme, à moyen et à long terme, pour qu'on puisse donner à notre peuple, pas seulement à la jeunesse, mais à tout le monde, la possibilité de pouvoir s'émanciper, de pouvoir s'épanouir. Au fait, de donner la possibilité de rendre notre pays un espace où il fait tout simplement bon vivre. Et cet espace où il fera tout simplement bon vivre commence avec ce livre, Titus Edouard, Cameroun. Combat pour mon pays, édition du Boiris ici en France. Chers téléspectateurs, j'espère que... qu'il est en anglais. Il est en français et en anglais, merci Joël. Fight for my country. Can you repeat, please? Cameroun, Fight for my country, édition du Boiris. Your pronunciation is like someone pronunciation. Do you understand me? No. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité. Merci beaucoup à vous pour ce Titus Edouard. Je vais vous serrer la main. Depuis un certain temps, je ne les serre plus, étant donné que dans votre pays, il y a beaucoup qui souhaiteraient me voir à 2 pieds sous terre. Donc je vous serre la vôtre. Alors, c'est vous qui devez sauver les vies, vous ôtez la mienne, c'est pas un problème. Je vous dis, je vous serre la main oui. en vous transmettant une énergie de paix, oui. Surtout de confiance en vous-même. Merci. Et je vous félicite pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Pour notre pays. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ça sera toujours ainsi. Et prochainement, j'espère vous retrouver dans votre grande maison là à Yaoundé. D'ailleurs, mon prochain voyage au Cameroun, c'est chez vous que j'irai dormir. On prend rendez-vous ici. Oh, mais
À Yaoundé, c'est chez vous que j'irai dormir. À Douala, Charayondo, Blakou, Monsieur Pendekoka, c'est chez vous. Vous êtes voilà. le bienvenu. Bah voilà, et puis on fera le karaté, là, le kung fu, là. Oh, je ne sais pas si... C'est le compte. Ah, Charles, on a mort de rire. Alors, je crois que vous prenez des risques, là. Chers téléspectateurs, passez vos commandes tout de suite sur Amazon, dans différentes librairies dans vos pays de résidence, surtout en France, au Cameroun. On se retrouve donc sur GMTV Plus dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation presque désespérée, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.